journalistes burundais ne doivent pas diffuser les résultats des élections avant la commission électorale indépendante. C'est le rappel du président du Conseil national de la communication, Nestor Bangomokonzi, que je vous propose de suivre, se base sur le code électoral. Je vais vous donner la lumière, surtout à ce qui concerne l'article 10, qui stipule que les journalistes devront publier les résultats des urnes qui sortent de la CENI et ses démembrements, donc les CEPI ou les CECI. Nous avons pris cette décision parce qu'aujourd'hui, il y a des pseudo-journalistes qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Vous le savez bien, même ici, n'importe qui peut prendre des images et les publier. Imaginez-vous la suite, si la CENI publie des résultats contraires à ceux de ces pseudo-journalistes. Je crois que personne ne devrait s'inquiéter si les résultats sont publiés par la CENI ou ses démembrements. Dans cette optique, une retraite a été organisée cette semaine par le ministère de la Communication pour les journalistes et à l'ouverture des travaux, le ministre a dit que la retraite vise à corriger les erreurs commises par les professionnels des médias dans le passé. Un stratagème dont le socle est la mise en place d'une synergie pour la couverture des élections, une synergie dirigée par des personnes choisies par le même ministère. Au moment où Nestor Bangomokonzi dit que c'est pour éviter que des pseudo-journalistes sèment la confusion dans le public, certains, dont des professionnels des médias, craignent un objectif caché du gouvernement en encadrant le travail des journalistes pendant les élections. Nous en parlons dans cette édition du Club de la Presse avec nos invités. Alexandre Niungeko, président de l'Union burundaise des journalistes. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Daniel Ngedakumana, chef d'antenne du Rwanda du mouvement international de la jeunesse burundaise. Bonjour. Bonjour Franck. C'est la toute première fois que vous venez sur notre plateau. Que peut-on comprendre de ce mouvement? Juste en une minute. Merci de nous avoir invités. Le mouvement international de la jeunesse burundaise, c'est une plateforme qui a été créée en 2016. Il a été créée pour les jeunes, surtout ceux qui ont été victimes de la crise de 2015. C'était une occasion pour se conscientiser, se mobiliser et se transformer en beaux travailleurs pour le changement, en beaux acteurs pour le changement positif du système de gouvernance. Et c'est en bonne voie? Oui. Et quand vous dites international, est-ce que c'est dans plusieurs pays ou c'est... Dire international, ça veut dire qu'il a des antennes partout, au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda. Et il y a aussi des membres qui se trouvent aux États-Unis, en Belgique, en France. Merci. Oui, partout Merci il y a beaucoup. la jeunesse burundaise, même au Burundi, il y en a. Merci. Mais ils travaillent en clandestinité pour des réseaux de sécurité. Naturellement. Merci Merci. beaucoup pour cette lumière sur ce mouvement. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir. Bienvenue. Alexandre Niungeko, on commence avec vous. Le gouvernement n'a-t-il pas un droit de regard sur le travail des journalistes en temps normal? Absolument, absolument. Je crois que là, c'est clair que le gouvernement a un droit de regard, et là, c'est un droit de regard qu'il puise dans les instruments légaux du pays, c'est notamment la Constitution. Tout ce que le gouvernement peut faire, ça doit être en règle avec la Constitution, ça doit être aussi en règle avec la loi sur la presse, mais aussi ça ne doit pas violer les instruments internationaux, surtout en la matière de la liberté de la presse. Quand vous parlez de droit de regard, c'est notamment sur le plan de la réglementation. De la réglementation, c'est en particulier. Oui, bien sûr. C'est aussi sur d'autres aspects, notamment, surtout en ce qui concerne ce qui lui est reconnu, même si ce sont des choses qu'on a toujours dénoncées, notamment la mise en place du Conseil national de la communication, et qui pour nous, je veux dire pour nous les professionnels, devrait relever du secteur aussi bien des professionnels au lieu que ce soit uniquement une initiative purement et simplement du gouvernement. Du gouvernement. Et donc, mais dans le même temps, les professionnels des médias n'ont pas le droit de se comporter n'importe comment. Absolument. Et donc sur ce plan, le gouvernement peut prendre des balises. Absolument, ça c'est clair. Les balises sont là,
si vous voulez. C'est pas qu'aujourd'hui un ministre... Et donc ce sont les lois. Ce sont les lois. Et si tu les veux, règles. C'est même les règles professionnelles. Et des fois, quand on entend cela, c'est comme si on se dirait que ce monde, ce n'est même pas professionnel. Parce que si déjà on reconnaissait que c'est professionnel, ça veut dire que c'est organisé. Ça veut dire qu'il y a aussi des règles professionnelles. Il y a aussi l'éthique qui est là. Et là, quand j'entends Wangu Mukunzi parler de l'intervention de ce conseil qu'il dirige sur le plan éthique, ça fait tiquer. Et ça fait même rire pour ceux qui savent bien ce que c'est que l'éthique professionnelle. Et donc, si je vous comprends bien, le fait d'encadrer les journalistes pendant les élections ne rentre pas dans les prérogatives du gouvernement. Pas du tout, pas du tout. Ça, c'est une organisation professionnelle qui est là. Et j'espère bien qu'on va y revenir. Parce que là, si on regarde par le passé comment l'organisation des professionnels elle-même, comment ça a commencé, comment ça a évolué, ça n'a jamais été on reviendra naturellement sur un bref historique de tout cela. Daniel Ngendakumana, comment jugez-vous les appels du gouvernement sur la manière dont les journalistes doivent travailler pendant les élections? Le travail des journalistes, c'est l'un des piliers des principes démocratiques dont les journalistes procure de la Constitution et des accords d'Arusha. La mise en place ou l'appel ou la conduite à tenir lors des activités de la vie du pays, ça dépend du système qui gouverne pour le moment. Le système qui est en place au Burundi, c'est un système qui a bafoué tous les principes démocratiques que nous voyons. Mais le gouvernement n'entend pas empêcher les journalistes de travailler. Il leur dit seulement la manière de faire. Non, oui, il ne les empêche pas, mais quelle est l'autre manière de les empêcher? T'orienter comment faire ou te montrer quoi dire et quoi ne pas dire. Alors que tu es professionnel, alors que tu sais de quoi tu es chargé. Ça, c'est ça qui est une manière d'empêcher un professionnel de médias de travailler selon son éthique, selon sa déontologie. Et il veut que ça soit comme un instrument du gouvernement. Ça, c'est une forme de monopolisme. Mais vous convenez quand même que les élections sont un moment assez sensible et qu'il faut quand même prendre certaines précautions pour qu'il n'y ait pas de débordement. Oui, exactement. Mais la façon de s'ingérer dans une profession quelconque qui devrait avoir des libertés comme la Constitution le stipule, si tu t'y ingères, ce n'est pas la meilleure solution pour orienter, pour ne pas semer la confusion dans la population. Le problème, le plus majeur, c'est quand des actions néfastes à la bonne conduite des actions se produisent dans un endroit quelconque et que le monde ou les autres citoyens ne le connaissent pas. Le journaliste est là pour enquêter et informer l'opinion. Au cas où il n'y a pas, si ce travail n'est pas bien fait, tout le monde va faire tout ce qu'il veut. Les citoyens vont se débrouiller. Ils vont lancer et donc, pour vous, le gouvernement ne devrait pas présumer d'un certain mauvais travail que pourraient faire les journalistes. Il aurait fallu attendre que les journalistes soient effectivement en train de travailler pour les juger sur leurs actes. Même si le gouvernement aurait présumé qu'il y aurait des méfaits, des actions néfastes, il fallait orienter bien. Il fallait plutôt donner la sécurité, sécuriser les journalistes et les matériels pour qu'ils soient libres dans les activités. Nestor Wangu Mukunzi insiste sur l'article 10 du Code électoral qui interdit aux journalistes de diffuser les résultats des élections avant la CENI. Le président du CNC explique que c'est pour contrecarrer de pseudo-journalistes. Son argument tient-il, Alexandre? Je tiens d'abord à préciser que, bien évidemment, de manière la proclamation des résultats, la reprogrammation définitive des résultats, ce n'est pas du ressort des journalistes. C'est clair. Mais tu ne peux pas empêcher à des journalistes de dire ce qu'ils voient,
Ça, c'est ça où il y a la violation. Tu ne peux pas dire que... Quand vous parlez des résultats définitifs, c'est par rapport à des résultats provisoires qu'ils peuvent constater sur le terrain. Ils peuvent constater sur le terrain. Moi qui suis à Rusigabangazi, où on vient de terminer sur la colline Rusigabangazi, je vois les résultats. Tu ne peux pas m'empêcher de le dire. Tu ne peux pas me dire que je vais attendre la CENI à Bujumbura de programmer qu'à Rusigabangazi, les résultats Il y a eu 1000 électeurs. Il y a eu 1000 électeurs. Autant pour l'UPRONA que pour alors que j'étais là, que je suis là, que le dépouillement a été fait, alors que j'étais là. Ça, c'est vraiment m'empêcher mon rôle. Et donc, ça serait un crime de lèse-majesté que de ne pas le faire, vous voulez dire? Ce n'est même pas un crime de lèse-majesté. Je dirais plutôt, ça serait vraiment une faute professionnelle. Le journaliste qui ne le ferait pas, il serait en train de se dérober de sa mission qu'il doit faire. Et là, je rappelle que si jamais cet article était compris dans cette manière, cet article serait en violation de la Constitution et de la loi électorale. Nestor Bango Mukunzi est quelqu'un d'assez expérimenté dans le métier de journalisme et qui sait exactement ce que le journaliste doit normalement faire sur le terrain. Vous pensez que cette mesure peut viser autre chose? Dire que Nestor est expérimenté sur le plan professionnel. Vous avez même travaillé ensemble. Je pourrais dire, je ne vais pas parler de la personne, parce que si je vais parler de lui, de son parcours, comment il a géré en tant que responsable, ça a été tout autre qu'un professionnel. Ça a été plutôt une marionnette. Ça a été quelqu'un plutôt qu'on a utilisé qui était utilisé pour des visées du parti quand il était directeur de la télévision nationale. Il avait donné instruction à ce que rien d'autre ne pouvait passer que ceux du CNDD-FDD. Rappelez-vous. Ah bon? Ben oui, là je vous le dis parce que j'ai vécu cela. J'ai fait un reportage, j'ai mis quelqu'un pour équilibrer l'information. Et puis il est venu, il a coupé, il a jeté. Oh. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez démissionné? Bien évidemment, j'étais dans tous mes états et ça, je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit ce que je pensais et je reviens sur ma question. Ce n'est donc pas un modèle. Quand tu dis que c'est quelqu'un, oui, il vient de passer des années, il a passé des années. Je reviens sur ma question. Qu'est-ce que cela peut viser ce que ça vise, c'est qu'effectivement, il y a un programme où il y a déjà une option qui est déjà définie de l'avance, parce que là, on sait bien comment la CENI, qui est l'arbitre, a été mise en place. Une CENI totalement pro-CNDD-FDD. Un code électoral qui est mis en place, qui normalement qui est celui qui devrait être comme la règle ou la loi qui doit régir cette compétition, qui est carrément et bien planifiée pour être du côté de l'un des compétiteurs. On comprend bien ça, on comprend très bien ce que ça veut dire. Et que, bien évidemment, l'organe qui est chargé de la régulation... Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vais y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire? L'organe qui était chargé normalement de la promotion de l'information, de la promotion du journalisme, est là pour dire non, vous devez vous aligner derrière plutôt cet arbitre. Si vous dites des choses en dehors de l'arbitre, vous saurez ce que ça veut dire. Donc le journaliste devient ça veut dire que le porte-parole pratiquement. Ce n'est même pas un porte-parole. Et c'est cela qu'il a fait, à mon avis, c'est là qu'on devrait faire. Ça c'est dit griot. Ça c'est dit griot. C'est faire des journalistes des griots. Absolument. Et là, je pense que les professionnels ne peut pas accepter cela. Pour expliquer à nos téléspectateurs ce que signifie un griot. Un griot, en fait, en Afrique de l'Ouest principalement, ce sont les gens qui sont chargés de chanter et de louer en chef comme Franck pour dire ça. Il est beau, il a fait des choses très beaux et tout ça. Et c'est ça. Et c'est ça quand on essaie de voir, bien évidemment, dans certains médias, et dont celui dont Bango Mukunzi a géré à un certain moment. Et la ligne visiblement dans laquelle il vit, c'est que, et je vous donne un exemple,
Parce que quand on parle de Nestor Bangoumukunzi, c'est comme si quand tu te présentes comme un professionnel, il restera dans l'histoire comme la personne qui a été journaliste et qui a pris la mesure de fermer définitivement des médias internationaux, d'empêcher des journalistes professionnels d'exercer les professions. Vous voulez parler notamment de la Voix d'Amérique, de la BBC. Et c'est quelqu'un qui, normalement, au moment d'être là, normalement, les professionnels, les journalistes, ce qui doit nous guider, c'est la solidarité professionnelle. Peu importe les divergences qu'on peut avoir. Non, mais surtout je pense en fait que le CNC, ce n'est pas pour la solidarité, mais c'est pour la promotion. Ce n'est pas que ça. Même la solidarité, en tant que professionnel. Tu peux même dire, même en tant qu'humain. Laissons de côté même l'aspect journalistique. Même en tant qu'humain, toi, quand on te demande sur un secteur normalement que tu gères économiquement, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont dans ton secteur, qui sont en prison, qui te disent « je n'en sais rien ». Je n'en sais rien. Et donc pour vous, il faut ne fût-ce que marcher avec la simple logique. Hein, ne pas seulement se mettre du côté de celui qui est en train de vous nourrir. Alexandre, je pense que si on devait vous donner toute une journée pour parler de cela, vous y passeriez pratiquement 24 heures. Daniel. Ok, merci. J'accepte d'être très isolé. Merci. Non. Pour les intérêts. On reviendra certainement sur un nombre de facteurs sur lesquels vous êtes revenu. Qu'attendez-vous, Daniel, des journalistes pendant les élections, en tant qu'auditeur, téléspectateur, électeur, en temps normal? Dans le contexte actuel. Dans un contexte tout à fait normal, qu'est-ce que vous attendez normalement des journalistes? Bon, dans un contexte normal, les journalistes, ce sont des professionnels, ce sont des informateurs, des citoyens. Ils sont responsables d'enquêter, chercher l'information et la transmettre à qui de droit. Et quand vous tenez compte, par exemple, de cette interdiction de livrer l'information liée aux chiffres des élections au Burundi, est-ce que cela rentre dans le travail normal du journaliste? Oui, quand même. Comme c'est une activité qui est à l'échelle nationale, tout le monde est censé savoir ce qui s'est passé. Tout le monde est censé savoir là où sa voix a été comptée. Et donc, vous voulez dire que cet article-là, le fait de leur interdire de parler de ce qui s'est passé avant la CENI, c'est une contradiction par rapport à cette liberté dont vous êtes en train de parler? C'est une contradiction, mais on peut s'imaginer pourquoi cette contradiction. Peut-être que, d'abord, les journalistes ne prennent pas les informations à hasard et les transmettent. Ils doivent être sur le relier où l'action a été menée. Lorsque un pouvoir en place, où les organes dirigeants ne verraient pas que celui qui a vu le processus, qu'il communique aux autres, peut-être il y a quelque chose qui est derrière. Peut-être ils sont en train de préparer les résultats qui seront totalement différents de ce qui sera passé au bureau de vote où le journaliste serait... Et donc vous êtes en train de parler de possibles vols que l'on voudrait qu'ils soient effectivement cachés et dont les journalistes ne devraient pas parler. Ça se voit, toutes personnes bien intentionnées peuvent le voir à travers la manière dont les élections sont préparées. Les journalistes ne sont pas les seuls acteurs pour la bonne tenue des élections libres, transparentes et inclusives. Vous voyez que les participants d'abord, les partis politiques ou les indépendants, pour le moment, ils sont en train de subir des pressions, ils sont en train d'être marginalisés. Vous voyez, il y a même ceux qui ont déclaré qu'ils ont entamé le processus juridique pour question de mauvaise gestion du processus. Lorsque les participants aux élections, les membres des partis d'opposition sont en train d'être tués, sont en train d'être emprisonnés, arrêtés, torturés, quoi. Vous voyez que les journalistes sont les seuls qui seront libres à couvrir ces élections. Et donc tout cela rentre dans la mauvaise gestion du processus électoral qui est même basé sur un contexte malsain. Il est basé sur la Constitution de 2018. La Constitution de 2018, ça ne donne pas le pouvoir aux citoyens. Le pouvoir doit émaner
du président. La voix du citoyen est très minimisée par rapport à ce prétendu par la Constitution de 2005 qui était basée sur les principes démocratiques. Et donc, vous partez sur un contexte purement général qui montre que tous les éléments vont dans le sens de ne pas donner le libre choix, de ne pas crédibiliser ce processus électoral. Oui, vous voyez même les médias internationaux, les observateurs ne sont pas autorisés à venir vu sur le processus électoral. Et voilà. Alexandre, assez rapidement, on vient de parler de cette interdiction de diffuser les résultats issus des élections avant la CENI, mais avec ces appels répétitifs, est-ce que vous ne craignez pas une autocensure comme règle en conséquence chez les journalistes eux-mêmes? Ce n'est pas une crainte, c'est déjà ce qui est déjà là, c'est déjà ce que les gens qui sont là, quand tu essaies de suivre les médias sur le place, tu comprends très bien qu'il y a une autocensure qui est déjà installée depuis. Parce que avec déjà l'assassinat de Christophe, la disparition de Jean Bigirimana, maintenant l'emprisonnement des quatre journalistes d'Iwachu, le harcèlement dont a été déjà victime nombre de journalistes, et ils doivent réfléchir 2-3 fois avant de traiter un sujet. Surtout un sujet délicat ou qui ne plaît pas. Exactement. Vous entendrez ou vous verrez très rarement les cas de disparition, les cas d'assassinat être traités dans les médias. Dans les médias, qui opèrent encore sur le sol burundais. Et pourtant, ils le voient, ils le savent, ils le savent très bien, nos collègues qui sont là. Mais, et donc, ça va être pire pendant les élections. C'est clair. Il y a un journaliste qui disait qu'on ne peut pas parler de liberté de la presse quand les journalistes vivent dans la peur. La peur d'être tués, la peur d'être enlevés. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par les radios Nzamba, Agate Kakawe, RPA et la télévision Renaissance. Nous parlons aujourd'hui de l'interdiction aux journalistes de diffuser le moindre chiffre sur les élections qui n'émanent pas de la CENI. Daniel Ngendakumana, chef d'antenne du Rwanda du Mouvement international de la jeunesse burundaise, et Alexandre Niungeko, président de l'Union burundaise des journalistes, sont nos invités. Le ministre de la Communication a dit que toutes les mesures qui sont prises visent à éviter les erreurs du passé des médias. Daniel, certes, vous êtes jeune, mais vous connaissiez certainement les médias burundais avant que la plupart d'entre eux ne soient détruits en 2015. Comment jugez-vous leur travail? Bon, moi j'avais suivi les élections 2005, 2010, 2015. Les élections de 2005, au moins peut-être que la profession du journalisme n'avait pas déjà atteint le principe démocratique, puisque c'était à la sortie d'une crise. En 2005, c'était les premières élections qui ont eu. Et pourtant, c'est là que l'on a dit que le travail des médias avait été... Oui, et là, on ne peut pas beaucoup juger parce que même les participants aux élections prétendaient devenir très démocratiques. Mais en 2010, c'est là où le système CNDD-FDD voulait se maintenir au pouvoir alors qu'il avait une opposition qui s'amarait de ce qui se passait pour le mandat antérieur, là où il y avait des vraies compétitions au début. Il y a eu des actions, je dirais, trop malsaines. C'est là où les journalistes d'abord avaient bien fait le travail pour les premières élections, mais lorsque les résultats ont été contestés, c'est là où, que ce soit les opposants politiques, que ce soit les journalistes, tout le monde a été victime de cette contestation. En gros, les journalistes ont fait leur travail. Vous jugez qu'ils ont fait leur travail correctement. Oui, exactement. Tout le monde, dans tous les coins du pays, on suivait la radio en direct. Je me souviens que c'est le jour où j'ai passé 24 heures, j'étais à l'internat, j'ai passé 24 heures en train d'écouter
comment ça s'était passé au niveau pendant ce que au les niveau des médias élections. ont appelé la nuit électorale. Oui, et les journalistes, vraiment, ils ont reporté tout ce qui se passait partout. Ils ont poursuivi le processus jusqu'à la contestation des résultats. C'est là, je crois que la première crainte viendrait là où la CENI a publié des résultats qui sont totalement différents de ce que nous prétendons avoir entendu de par les médias. Oui, c'est à ce moment où le système a commencé à basculer. Oui. Malheureusement, le temps risque de nous faire défaut. Le pilier de cette couverture journalistique des prochaines élections, Alexandre, c'est la structure de synergie que le gouvernement a mise en place. L'on sait que dans le passé, le travail en synergie des médias a eu de bons effets. Là, c'est plutôt l'opinion qui le dit lui-même, surtout pendant les élections. Et donc, est-ce que le gouvernement a donc raison de mettre en place cette synergie aujourd'hui? Franck, je crois que c'est pour être humble. Je sais bien que tu étais dans la première équipe qui a initié. J'en étais le coordonnateur. Oui, qui était le coordonnateur de la première synergie. Et je pense que, donc, rappelez-vous de comment c'était. Vous vous rappelez très bien que les médias publics n'avaient pas accepté au début de participer à la synergie. Tout à fait. Moi, je travaillais à l'époque à la RTNB, je sais comment les choses c'était. Je faisais la couverture, notamment des communales dans la province, dans la commune de Mabanda, et puis des sénatoriats dans la province de Muyinga. 2010, j'étais dans l'équipe de la coordination. Et là, pas en tant que journaliste de la RTNB, mais en tant plutôt que responsable de l'Union burundaise des journalistes. Et je sais comment, à l'époque, aujourd'hui, la personne qui se positionne comme étant pour coordonner la synergie, le centre du bon déroulement des élections. Oui, c'était là, chaque fois qu'il recevait certainement des appels, il rappelait les journalistes de quitter la synergie. Et c'est qui? C'est Nestor Mangamukunzi, à l'époque, en 2010. Et oui. Et là, je pense la synergie a pu tenir parce que finalement le CNDD-FDD a pu continuer, donc parce que Nestor, sinon il allait retirer directement il a retiré 2 ou 3 fois parce que les journaux ou les reportages qui étaient faits n'étaient pas, bien évidemment, ne plaisaient pas au système. N'étaient pas griotistes pour le... Et donc, si je vous comprends bien, ça veut dire que le gouvernement n'a pas à s'immiscer. Quand le gouvernement s'immisce, c'est qu'il y a des choses derrière. Aujourd'hui, je ne comprends pas comment un ministre de la Communication, qui n'a jamais servi en tant que professionnel, se positionne en donneur de leçons pour dire c'est pour corriger les erreurs du passé. Quelles sont ces erreurs? Quelles sont ces erreurs? Et là, je suis chaque fois très surpris et des fois même très fâché de voir des gens qui n'ont jamais touché à un stylo pour écrire un article, qui n'ont jamais été au moins une fois au micro pour faire un travail journalistique, donner la leçon, qui se positionne en donneur de leçons sur comment le professeur... Pour aller vite, quelles pourraient être les conséquences de cette situation? Le travail des journalistes est contrôlé à la loupe pendant les élections. Je crois qu'on en a déjà parlé, c'est que d'abord, il y aura l'autocensure, il n'y aura pas de reportage professionnel, il n'y aura pas purement et simplement un travail journalistique crédible. Et qu'en est-il du public et qu'en est-il des participants à ces élections? Là, vous comprenez très bien, ça a un impact sur le droit du public à l'information. Le public ne sera pas du tout informé parce que ça sera faussé à l'avance, et c'est faussé à l'avance. Les choses qu'on est en train de faire aujourd'hui pour fausser cette synergie, c'est effectivement a pour impact de plutôt de violer et de piétiner le droit du public en information, bien évidemment aussi fouler au pied la liberté de la presse. Pour terminer, juste en quelques mots, quel est le jugement que vous réserveriez au résultat issu d'une telle situation où le journaliste ne dispose pas de la liberté de couverture, Daniel? Comme vous le disiez pendant pratiquement toute l'émission. Je ne peux pas espérer de bons résultats dans un processus qui n'est pas du tout démocratique, qui n'est pas... Les élections devraient être légales, mais elles sont illégales. Elles ne sont pas
Si, elles sont basées quand même sur, Elles sont basées des textes légaux. ils sont basées sur une constitution qui n'est pas... À laquelle vous ne croyez pas que vous... Ce n'est pas parce que je ne la croyais pas mais c'est parce qu'elle n'est pas basée sur les principes démocratiques, parce qu'elle ne donne pas la raison du citoyen. Donc, je vous ai compris, Daniel. À voir la manière dont les élections sont organisées depuis le contexte, le principe constitutionnel, depuis les participants, vous voyez qu'ils sont malmenés partout dans le pays, voir la condition de dépendance dont le gouvernement veut sur les journalistes, il n'y aura pas de bons résultats à prétendre. Plutôt, j'appellerai les journalistes comme citoyens, comme tant d'autres, de s'unir aux autres, de collaborer pour restaurer un état de droit qui va respecter tous les principes. Ce qui pourrait être très difficile, surtout pour les journalistes qui sont sur le terrain au Burundi. C'est dommage que... Mais non, il y a des journalistes qui ne sont pas sur le terrain, qui sont en exil pour le moment. Ils doivent militer pour le changement de ce système qui leur fait exiler. Je pense que c'est exactement ce que Alexandre et sans doute ses confrères et ses consoeurs sont en train de faire en ce moment. Et particulièrement dans cette édition du Club de la Presse. C'est par ici, malheureusement, que prend fin cette édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Alexandre Nyungeko, président de l'Union burundaise des journalistes, et Daniel Ngendakumana, chef d'antenne du Rwanda, du mouvement international de la jeunesse burundaise. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.